Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un théorème qui est très important en exercice et qui va nous permettre de traiter les exercices 13 et 14 en particulier. Donc c'est le théorème 17. On prend f, une fonction continue sur un intervalle i, on prend un réel appartenant à i, et on va s'intéresser en fait à la fonction f qui à x associe l'intégrale de a à x de f de t dt. Alors, on avait vu sans démonstration dans notre chapitre sur les primitives qu'il y avait toutes les raisons du monde de noter cette fonction f majuscule, puisqu'en fait, comme je l'écris à gauche, et je l'avais appelé ça théorème fondamental de l'analyse, cette fonction est l'unique primitive de petit f sur i s'annulant en a. Alors, comme c'est une primitive, elle est dérivable, puisque sa dérivée c'est petit f et que c'est une fonction continue, nous ne sommes pas surpris que le théorème énonce que grand f est une fonction de classe C1. Enfin, j'énonce que si n est un antinaturel et que f est de classe Cn, évidemment cette primitive est une classe plus régulière qu'elle, et donc est de classe Cn plus 1 sur i, et évidemment si f est de classe C infini, alors grand f est de classe C infini. Nous allons démontrer ceci. Alors, on va se faire un peu de place. Donc, le cœur de cette affaire, c'est de démontrer que grand f est dérivable sur i, et que sa dérivée, c'est petit f. Alors, vous savez très bien que pour étudier localement une dérivabilité, il faut évidemment considérer le taux d'accroissement. Donc, je vais prendre un x0 appartenant à mon intervalle i, et je vais m'intéresser pour tout x appartenant à i privé de x0 au taux d'accroissement. Alors comme je vais faire pas mal de calculs avec lui, je lui donne un petit nom, et comme d'habitude c'est grand f de x moins grand f de x0, c'est-à-dire la différence des images sur la différence des antécédents. Et ce que je vais vouloir montrer, c'est que ce taux d'accroissement, comme je l'écris dans ma preuve ici, regardez, je vais vous l'encadrer, je veux montrer qu'en fait la limite de ce taux d'accroissement, c'est f de x0. Et donc, que la différence, je vais l'écrire, je veux montrer que la limite de tx quand x tend vers x0, c'est f de x0. Et pour cela, je vais montrer qu'en fait, la différence tend vers 0. Que la limite de taux x moins f de x0, quand x tend vers x0, c'est 0. Alors voilà pourquoi, juste en dessous, je m'intéresse à, donc, pour x appartenant à i privé de x0, taux x moins f de x0. Alors je remarque un truc, c'est qu'en fait, c'est 1 sur x moins x0, donc f de x moins f de x0. Mais f de x, c'est quoi? Par définition, c'est l'intégrale de a à x de f de t dt, et f de x0, c'est la même chose, mais en x0, donc c'est l'intégrale de a à x0 de f de t dt, donc j'ai une différence intégrale, et puis j'enlève f de x0. Alors, il va falloir que je mette tout ça dans une même expression. Donc, je vais commencer par remarquer un truc, c'est que ça fait 1 sur x moins x0, et je vais mettre tout le monde dans une parenthèse, je vais réunir mes deux intégrales. Alors regardez, ça fait d'abord intégrale de ax de f de t dt, et je sais moi que l'opposé de l'intégrale de ax0 de f de t dt, en fait, c'est l'intégrale de x0 à a, de x0 à a, de f de t dt,
Et comme j'ai mis tout le monde dans une même parenthèse, je vais faire moins x0 f de x0. Alors pourquoi? Parce que regardez, si je dois distribuer ce facteur-là, il faut bien que j'ai mis ça pour que ça se compense et que je retrouve moins f de x0. Voilà. Alors continuons. Si à cet endroit-là, j'ai décidé, regardez, de renverser les bornes, c'est pour qu'en fait, j'ai la même borne ici et là. Comme ça, j'utilise ce que j'ai appelé à l'oral la relation de Chasles, et je vais pouvoir mettre que c'est 1 sur x moins x0, ouvrir une grande parenthèse, et avoir l'intégrale de x0 à x de f de t dt, moins, et puis, je vais m'apercevoir d'une chose, c'est qu'en fait, ce que je vais entourer en jaune, là, ou souligner plutôt, souligner, en fait, c'est x moins x0, multiplié par f de x0. Sauf que, regardez, x moins x0, c'est la longueur de l'intervalle x0x, si x est plus grand que x0, dont on n'est pas sûr a priori. Méfions-nous. Mais en tout cas, regardez, là, vous avez une intégrale de x0 à x, et là, vous avez x moins x0. Et donc, j'ai l'idée d'écrire mon dernier terme sous cette forme, regardez, comme aussi une intégrale de x0 à x de f de x0 dt. Parce qu'en fait, ce sera, comprenez, l'intégrale, je remonte un peu, hop, ce sera l'intégrale d'une constante. Vous voyez, ça ne dépend pas de t, la variable d'intégration. D'accord? N'hésitez pas à le noter, ça ne dépend pas de t. Et comme ça ne dépend pas de t, c'est une constante. Donc c'est l'intégrale correspond à l'aire d'un rectangle, pour reprendre les petits calculs que nous avons faits. Et donc c'est f de x0 multiplié par la longueur de l'intervalle, et c'est bien f de x0 multiplié par x moins x0 si je prends x plus grand que x0. On est d'accord? Ouais? Bon. Et bien arrivé là, je me remarque qu'en fait, j'ai une différence d'intégrale entre les mêmes bornes. Et donc, dernière transformation, je dis que c'est 1 sur x moins x0, et je réunis tout le monde dans une même intégrale, intégrale de x0 à x, de f de t moins f de x0 dt. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que vous voyez que j'ai grandement simplifié mon expression, et que contrôler ce que fait tx moins f de x0, je vous rappelle que je veux montrer que tx moins f de x0 tend vers 0. Il faut donc que je montre que toute cette expression tend vers 0. Et la clé, c'est qu'en fait, je vais prendre x suffisamment proche de x0, ce qui fait que t sera suffisamment proche de x0, et que cette quantité-là sera petite et permettra de contrôler l'ensemble. Alors, continuons justement. L'hypothèse que j'ai dans cette affaire, c'est que f est continu sur i. Puisque f est continue sur i, elle est continue en tout point de i par définition, et donc en particulier elle est continue en x0. Voilà pourquoi ce que je fais ne dépendra pas du x0 que j'ai choisi. Puisqu'elle est continue en x0, si j'attrape un epsilon strictement positif, vous me voyez venir, je vais avoir un état strictement positif tel que si je prends en fait, alors je vais peut-être l'écrire avec un quantificateur au départ, en fait, quel que soit t appartenant à i, si en fait t est à une distance de x0 plus petite que mon état, alors j'aurai f de t à une distance de f de x0 plus petite que epsilon. Alors, il faut que vous compreniez pourquoi je cherche à contrôler f de t moins f de x0, c'est parce qu'en fait je vais faire des petits liens. Regardez, f de t moins f de x0, c'est évidemment ce qui apparaît là. Donc je le rendre comme je le disais
suffisamment petit pour que mon intégrale multipliée par 1 sur x moins x0 soit suffisamment petite. Ok? Bon, bah je continue mon affaire. Et je prends un x. Je vais prendre x appartenant à i tel que, en fait, il vérifie ce que j'ai écrit au-dessus, c'est-à-dire que x moins x0 soit plus petit que eta. Alors je fais deux cas parce qu'il faut que je puisse me repérer. D'abord, je vais prendre x plus grand que x0. Autrement dit, je vais supposer que dans cette intégrale, on va dans l'ordre. Ouais. C'est-à-dire qu'on va de x0 à x et que x est plus grand que x0. Donc le premier cas, c'est celui où les valeurs sont rangées dans le bon ordre. Et donc dans ce cas-là, j'avais écrit que taux de x moins f de x0, c'était 1 sur x moins x0, intégrale de x0 à x, de f de t moins f de x0. Et tout dt, je ferme ma barre de valeur absolue, et donc évidemment, je vais avoir envie d'utiliser l'inégalité triangulaire pour dire qu'en fait, c'est plus petit que, alors d'abord, 1 sur valeur absolue de x moins x0, ensuite l'intégrale de x0 à x de f de t. Excusez-moi, il est un peu facétieux. F de t moins f de x0 dt. Alors là, ce que j'ai utilisé pour le moment, parce que j'ai parlé un peu vite, c'est d'abord que la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc j'aurais eu le droit d'écrire encore une égalité. Mais j'ai écrit une inégalité parce que, justement, à l'étape suivante, comme je l'ai annoncé, je vais utiliser l'inégalité triangulaire et dire que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale des valeurs absolues. Voilà, et comme j'ai supposé, alors c'est là que j'utilise ma petite hypothèse, comme j'ai supposé que x est plus grand que x0, x moins x0 est positif, et donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Voilà où j'en suis. Alors, j'ai pas mal avancé, parce qu'en fait, regardez, j'ai pris t. Comment? Je l'ai pris t dans mon intégrale entre x0 et x. Et j'ai pris x tel qu'il soit à une distance de x0 plus petite que eta. Donc il est plus petit que x0 plus eta. Et ça, x0 c'est plus grand que x0 moins eta. Et donc les trois nombres qui sont là, soit x0, t ou x, ils sont bien à une distance de x0 plus petite que eta. Et donc f de t moins f de x0, ça va être plus petit en valeur absolue que mon epsilon. D'accord? Et c'est pour ça que je vais pouvoir donc contrôler mon intégrale. Donc je l'écris, et donc valeur absolue de f de t moins valeur absolue de f de x0, regardez, c'était là, c'est plus petit que epsilon. Donc je remplace dans mon calcul d'intégrale, hop, et je me retrouve à dire que tx moins f de x0 en valeur absolue, c'est plus petit que quoi? En fait, que 1 sur x moins x0, et ensuite intégrale de x0 à x de epsilon, ça c'est par croissance de l'intégrale, évidemment. Je ne l'ai pas noté dans mon poly, donc n'hésitez pas à le mettre. C'est par croissance de l'intégrale. Et comme c'est une preuve un peu compliquée, on n'écrit pas tout. Bon, et ça c'est encore l'air d'un rectangle, puisqu'en fait epsilon c'est constant. Et donc c'est plus petit que 1 sur x moins x0 multiplié par la longueur de l'intervalle x0x, c'est-à-dire x moins x0, multiplié par la hauteur de mon rectangle, epsilon, et vous voyez bien que tout ça, donc c'est plus petit que epsilon. Et donc je suis satisfait parce que j'ai réussi, regardez, pour un epsilon absolument quelconque, à rendre valeur absolue de taux de x moins f de x0
plus petit que epsilon. Voilà. Et donc j'ai bien prouvé que la limite de Tx, je vais conclure là, la limite de Tx, quand x tend vers x0, alors attention, là c'est par valeur supérieure, c'est f de x0. Il ne me reste donc plus qu'à démontrer cela dans le cas où x est strictement inférieur à x0. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui change? Pas grand-chose en fait. C'est que si x est strictement inférieur à x0, les nombres sont rangés dans le désordre dans l'intégrale, c'est-à-dire qu'on intègre dans le mauvais sens. Et donc, on avait taux de x moins f de x0 qui était en valeur absolue, souvenez-vous, plus petit que 1 sur valeur absolue de x moins x0, x moins x0, intégrale, enfin en valeur absolue de l'intégrale de x0 à x de f de t moins f de x0 dt. On en était là, avant d'avoir fait un choix, avant d'avoir choisi x plus grand que x0. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre qui est là, comme x est plus petit que x0, il est strictement négatif. Et mes bornes, elles sont dans le désordre. Donc, si je veux que mes quantités soient positives, regardez, je dis que c'est 1 sur x0 moins x. Et ensuite, si je mets valeur absolue, en fait, de x à x0, tout cela sera rangé dans le bon ordre. Et alors vous allez me dire, pourquoi vous les échangez? Vous avez le droit? Bah oui, j'ai le droit parce qu'en fait, regardez, si je les échange, c'est comme s'il y avait un moins. Mais ce moins, il est évidemment absorbé par ma valeur absolue, ce qui fait que j'écris 1 sur x0 moins x, et je peux faire comme si je ne l'avais pas vu, le moins. Hop. Je fais beaucoup plus d'étapes que sur mon polynôme. Et enfin, j'utilise l'inégalité triangulaire, et je dis que la valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Alors, arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je recommence. F est continu sur I, donc en particulier f est continu en x0, et donc si je prends un epsilon strictement positif, excusez-moi, ma tablette fatigue, si je prends un epsilon strictement positif, il va exister un état, blablabla, et j'arriverai à rendre, si je prends x suffisamment proche de x0, comme dans le cas précédent, j'arriverai à rendre ça plus petit que epsilon, mais le truc, c'est que alors l'intégrale là, elle sera plus petite que la longueur de l'intervalle x0, c'est-à-dire x0 moins x multiplié par epsilon, et comme je multiplie par x0 moins x, vous voyez bien que j'obtiendrai encore quelque chose de plus petit que epsilon, ça marchera exactement comme avant. Et donc j'aurai alors prouvé que la limite de taux x, quand x tend vers x0, et cette fois-ci par valeur inférieure, c'est f de x0. Et comme taux c'était un taux d'accroissement, et bien évidemment j'ai réussi à prouver que f' de x0 c'est f de x0, c'était le taux d'accroissement de grand F. Et j'ai prouvé que le taux d'accroissement de grand F en x0, quand x tend vers x0, c'est petit f de x0. Donc grand F est dérivable en x0, et sa dérivée, c'est petit f, comme je l'ai écrit dans ma preuve. Et comme petit f est continu, ma fonction grand F est donc bien de classe C1.